Donc avec plaisir, effectivement, de pouvoir partager ensemble un thème d'actualité, c'est comment recruter cette génération Z, en quoi c'est important, donc je vais me présenter après, de comprendre d'abord, ce qui est important, c'est de comprendre cette génération Z. Et ça, c'est une condition sine qua non. Pourquoi? Savoir comment les attirer, déjà par rapport à la marque employeur. Ensuite, dans la phase d'entretien, ce que je vais plutôt zoomer sur cette phase entretien de recrutement, quelles sont les différentes approches pour, justement, nous allons voir, c'est capter leurs besoins. Donc, c'est l'approche client marketing. Donc, nous allons voir comment, comme ils se comportent comme des clients, tels, justement, quand ils font le choix au niveau des marques, au niveau de la pub, on a la même approche. Et nous allons voir concrètement comment ça se passe lors de la phase d'entretien de recrutement. On switch complètement par rapport à l'entretien de recrutement qui pourrait être plus traditionnel. Nous allons voir comment. Donc, comme disait Catherine, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Après une reconversion professionnelle, je travaillais avant cabinet d'expertise comptable. Il y a un changement. Et donc, justement, j'ai repris à la fois, j'ai fait un master RH, mais j'avais déjà lors de mon expérience dans l'expertise comptable, fait du recrutement. Et je me suis aperçue qu'au fur et à mesure, les mentalités évoluaient. Également, le marché évoluait. Et donc, à travers cela, je me suis intéressée déjà à la PNL. Je suis maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique, parce que je me suis dit, tiens, en tant que recruteur, d'abord, faut bien se connaître. Ça passe déjà par la connaissance de soi pour bien connaître, effectivement, le candidat. Parce qu'il y a des biais cognitifs par rapport à cela. Ensuite, je me suis intéressée à la psychologie positive. Donc, la psychologie positive, nous allons voir, il y a la notion de force. Et donc, c'est de faire un recrutement par rapport à la notion de force. Nous allons voir, par rapport à un soft skills, qu'est-ce qu'une force? Donc, écoutez, avec plaisir de partager cela. Ça va se dérouler en 3 temps. D'abord, comprendre cette génération. Donc, je vous ai exposé effectivement les différentes spécificités de la génération Z, pour ensuite élaborer une stratégie d'entretien avec des tips. Vous allez repartir au moins avec une boîte à outils. Et ensuite, le processus de l'entretien, comment préparer la suite par rapport à la phase de l'onboarding, l'intégration de la génération Z. Et avec plaisir après de partager votre vision. Est-ce que le menu vous intéresse? Ça vous va? Spécifiquement, rentrons dans le détail. Alors je dirais que c'est des enfants génération Z de la crise, un avenir complètement incertain. C'est pour ça que ça bouleverse, parce que il y a la crise économique et donc ils veulent vraiment profiter de quoi? À la fois un équilibre entre la vie pro et la vie professionnelle. Il faut savoir que il y a 40% alors attention, c'est des études qui ont été faites, sans généraliser, en faire une généralité, on est d'accord, c'est des tendances. Il y a 40% de la génération Z qui veulent profiter de la vie. Et ça représente combien? Au niveau de la population mondiale, ça représente, vous avez une idée combien ça représente, la génération? 30%, 32% précisément, et 50% en Afrique. Alors, pour situer la génération Z se situe entre la génération Y et la génération Alpha. Ils sont nés entre 1995, parce qu'il y a une divergence de 2 ans, 95 à 2010. Donc, ils ont quel âge? 13 ans, des ados, à jeunes adultes. Allez, si c'est 97, 26 ans, et 95, 28 ans. Ils sont situés entre, effectivement, cette génération Y. Pourquoi on les appelle la génération, juste là, la génération Y? C'est la génération Y. Pourquoi? La génération, nous allons voir la génération Z, il y a plusieurs appellations. Et la génération Alpha, on peut faire une autre conférence après.
Mais là, je vais plutôt focuser sur la génération Z. Alors, la génération Z, regardez, je me suis aperçue qu'il y avait différentes appellations. Alors, d'abord, c'est des digital natives, ils sont nés avec à l'ère du numérique. Donc ça, alors que la génération précédente, ils se sont adaptés au numérique. Donc, digital native, donc, pourquoi Greta Thunberg? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi on l'appelle aussi cette génération Greta? Elle est suédoise, elle était suédoise, et elle a quoi? Elle a créé un mouvement. La génération écolo. Donc, cette génération écolo, il y a des études qui ont été faites, elles sont angoissées par rapport à l'environnement. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un livre qui était écrit sur éco. Voilà, où il y a un autre mot savant qui s'appelle, je te l'ai dit, solastalgie. Solastalgie. Ça, c'est le mot scientifique. Donc, en fait, ils sont très, très, très angoissés par rapport à cela. Et on va voir que ils sont très attentifs aux problématiques RSE, donc tout ce qui est l'environnement, etc., et le bien-être. Ce sont des slashers. Génération slasher. C'est-à-dire que, ils ont plusieurs métiers. Donc, ils vont mobiliser leurs compétences. Donc, quand on leur dit, tiens, qu'est-ce que vous faites? Je suis à la fois chargée de com, youtubeuse ou youtubeur, création de bijoux ou le poker. Ils sont tout ça à la fois quand ils se présentent. C'est pas qu'une fonction de ce qui est important pour eux. Nous allons voir après par rapport à l'attendu de l'entreprise. Je ferai la relation entre slasher. La génération des 4 C. Hyperconnectivité, connexion. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont connectés sur les réseaux sociaux. Donc, entre l'image qu'ils véhiculent et la réalité, il peut y avoir un gap. Voyez? Et ça, c'est hyper important par rapport à l'image. Et il y en a qui, par rapport à la réalité et l'image virtuelle de ce qui renvoie, se sentir effectivement tout ce qui est l'imposture. Après, créativité. La créativité, très créative, collaborative. Donc c'est hyper important aussi pour eux d'avoir une entreprise où il y a tout ce qui est la collaboration, le partage. Ces jeunes, on voit, sont très sensibles à quoi? Vinted, d'ailleurs, seconde main. Blablacar, donc ils partagent. Donc ils recherchent aussi une entreprise qui est dans la participative. Et la dernière, dont je vous ai dit, on rappelle, connexion, créativité, collaboration et troisième, confiance. Ils recherchent aussi une entreprise où il y a une relation de confiance. Et j'irai même plus loin de transparence. Tous, génération. Ils recherchent de la transparence, c'est-à-dire quand vous allez présenter l'entreprise, mais c'est d'être transparent. Parce que vous pouvez capter leur attention, de dire « venez chez nous », mais évitez de vendre du rêve. En même temps, mettez en avant les contraintes. Mais les contraintes, c'est de les transformer en challenge, parce qu'ils adorent les challenges. Je rajouterais, tiens, un 5e C, challenge. Donc chaque contrainte, en faire un challenge. Et les zoomers, c'est opposé à baby boomer. Boomer, zoomer. Donc ça représente 30% effectivement de la population. Alors les clichés que nous avons sur la génération Z. Premier cliché. Qu'est-ce que vous en pensez? Allergique à l'autorité. En fait, donc ça, ce sont effectivement des enquêtes empiriques qui ont été réalisées. 49% sont OK avec l'autorité. Mais ce qu'ils recherchent, c'est plutôt égalité, mais flat, où il y a une souplesse, plutôt, je dirais, horizontale, râteau, on appelle ça. Feignant. Faux. Ils sont en quête de quoi? De fun,
Donc, qu'est-ce que le fun selon vous? 25%. 25% effectivement, des candidats recherchent le fun. Et c'est pour ça que j'ai une méthode pédagogique avec le fun. Donc, c'est quoi? C'est trouver la notion de plaisir. C'est la génération des likes, j'aime ou j'aime pas. Donc, il y a la notion de plaisir. Recherche aussi des entreprises innovantes, ce qui veut dire donc ouvert et surtout innovante, c'est que l'entreprise, il y a le droit à l'échec. Et il y a des entreprises qui, chaque semaine, des managers font une réunion et c'est quoi les échecs que vous avez vécus? Et qu'est-ce qu'on en tire de cela? Ça, je trouve que c'est intéressant comme approche. Donc, il y a la vertu de l'échec. Ensuite, éthique. Mais là, c'est par rapport à la RSE. Donc, il y a 3 valeurs qui sont importantes pour eux. Comment? L'environnement. Quoi d'autre également? Qu'est-ce qui est important? Oui. Et puis? Comment? Oui, la liberté, la flexibilité, nous allons voir ça. International, ouvert justement vers l'international, et le management humaniste. Donc, ils vont effectivement vous poser des questions. Ok, mais comment se passe ce management? Donc, le côté aussi humaniste. Donc, manque d'ambition. 70% des candidats veulent être fiers d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre objectif. Quand je parlais de slashers tout à l'heure, ils ont besoin effectivement d'intégrer une entreprise, mais en même temps, avoir leur propre objectif. Avoir leur propre, je dirais, sur les aides, il y a 4 sur 10 qui souhaitent être le propre patron. 4 sur 10. Et aucune envie d'entreprendre, ils ont une soif de découverte et d'apprentissage. C'est ce que nous allons voir davantage. J'ai interviewé, parce que comme j'interviens également dans une école où c'était de la génération Z, je me dis, je vais les interviewer. C'est quoi pour eux l'entreprise idéale? Et donc, j'ai réparti ça en 5 leviers de motivation. Facile, facile. Ça vous va au niveau mémotechnique? Facile, facile. D'abord, orienter personnes, ce qu'ils recherchent, c'est des collaborateurs bienveillants, une équipe humaine, la confiance du manager, j'en parlais, la reconnaissance et une vie sociale intéressante. C'est ce qu'ils recherchent. Pour activité, ils recherchent un emploi qui est porteur de sens. Ensuite, des compétences variées, une montée en compétences est intéressante, le développement personnel, l'autonomie, la liberté. Puis, l'apprentissage continu. Ensuite, parallèlement, des activités en parallèle avec leurs propres objectifs. Là, c'est PA, les conditions. Les conditions, c'est salaire attractif. Et on va voir après quels sont les 4, le top 5 de ce qu'ils recherchent. Un salaire attractif. Parce que derrière ça, s'ils ont une autre activité, c'est que le salaire, il doit être qu'il y ait une stabilité financière. Outils à disposition, accès à la formation, les opportunités de carrière, l'équilibre entre la vie pro et le respect des horaires et le travail en mode hybride. Alors, en aucun cas, ce qui les intéresse, c'est 100% télétravail. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir le choix. Je fais soit un jour télétravail, non, mais là, j'ai envie de venir. Et non de leur dire, là, écoute, vous allez travailler le mardi et le vendredi en télétravail. Comment? Non, hein. Leur laisser le choix, la notion de choix. Information, mode de communication, on a vu horizontal, râteau. La ligne hiérarchie, il faut qu'elle soit vraiment aplatie et souple. Ensuite, après, c'est le lieu. Le lieu, c'est la proximité, l'environnement culturel, c'est tout ce qui est la RSE en fait. Hein. Et donc, ce qui va être important, c'est que vous allez marketer l'entreprise à travers ces 5 leviers de motivation. Donc, vous allez faire votre storytelling, voyez, en vous appuyant sur les leviers de motivation. Et vous allez le faire comment? À travers votre propre expérience de collaborateur ou à travers une expérience remarquable pour donner envie. En vous appuyant sur les 5 leviers de motivation. Et vous voyez, ça va donner du sens. Et nous allons voir après comment. Nous échangeons après. Donc,
Selon vous, par rapport à tout ce que... Je vais revenir là. Selon vous, quels sont, si je reprends, le top 5 des critères vraiment essentiels de tout ce qu'on a vu? C'est quoi le top 5? Est-ce que vous avez une idée? Emploi, porteur de sens. Ouais. Quoi d'autre également? Salaire attractif, deuxième. Quoi d'autre également par rapport à tout cela? C'est quoi? Comment? Oui, le bien-être. Le bien-être. Après, l'équipe vie pro. Et ça, c'est le premier. Ah ben ça sort. Ça sort. Ouais. Alors, je vais vous dire précisément. C'est vraiment quoi les attendus, sur quoi vous devez effectivement, que ce soit des éléments différenciants qui vont faire qu'ils vont choisir votre entreprise. C'est sur ces points-là. L'équilibre, effectivement, vous voyez, l'équilibre entre la vie pro. Ensuite, l'impact du travail, le sens, c'est ce que vous aviez dit. La rémunération. Ensuite, le bien-être. Et le cinquième, la flexibilité. Alors ça, c'est le remaniement complètement, la flexibilité. Concrètement, une fois que la compréhension maintenant, comment vous allez élaborer une stratégie, mais ça change complètement pour les méthodes de recrutement pour attirer. D'abord, ce que je souhaite, c'est, j'ai interviewé Lumna, qui est de la génération Z, et je trouvais que c'était intéressant qu'elle me fasse son retour d'expérience, donc à la fois en tant que candidate, et en même temps, elle a la fonction de chargée de recrutement. Je trouvais que c'était intéressant. Donc, ça va durer 4 minutes. Donc, je vais vous passer l'interview. Et puis après, nous échangerons à la fin. Ça vous va? Donc, vous allez voir, c'est qu'est-ce qui est important par rapport à son retour d'expérience. Quel est le retour d'expérience qui a vraiment été, je dirais, positif pour elle en tant que candidate, et qu'est-ce qu'elle a mal vécu? Vous voyez, par rapport à cette génération-là. Mais attention, hein, c'est son retour d'expérience. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Bonjour Lumna, merci d'avoir accepté l'interview. J'ai envie de vous poser la question suivante. Par rapport à votre expérience en tant que candidate, déjà dans un premier temps, combien d'entretiens de recrutement avez-vous réalisé en fait? Je dirais une quinzaine d'entretiens. Une quinzaine, d'accord. Et donc, oui. Et fort de cela, donc ce qui est intéressant, c'est de zoomer sur l'approche des recruteurs et de mettre en avant ce que vous avez le plus apprécié lors des entretiens de recrutement. Alors, je vais citer d'ailleurs un entretien qui m'avait marqué. C'était un entretien que j'avais réalisé auparavant avec une entreprise que je voulais intégrer en alternance. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'entretien était comme un échange où les recruteurs en face donnaient vraiment de l'intérêt à ma personne, posaient beaucoup de questions sur ma personnalité, également quelques mises en situation, comment je pouvais ressentir les choses et quelles auraient été mes réactions face à ces situations-là. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir justement la possibilité d'échanger sans avoir ce sentiment qu'on va nous poser une question piège, puisque je pense qu'un entretien de recrutement, c'est vraiment fait pour découvrir la personne que l'on souhaite engager et de savoir si cette personne pourrait être capable d'occuper ce poste-là. Mais je ne pense pas que ce soit utile d'être face à une personne qui va poser des questions pièges ou essayer de mettre mal à l'aise le candidat. Ouais. Je trouve que c'est pas... je trouve que on n'a rien à y gagner. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vraiment le moins apprécié, votre pire expérience? Alors ma pire expérience, je dirais toujours encore dans cette optique de questions où on cherche à piéger le candidat, à le mettre mal à l'aise ou à essayer de le déstabiliser. Ça, je trouve, je suis pas trop fan de ce type de pratique. Et notamment les recruteurs qui vont apporter un jugement pendant l'entretien face à une réaction. Enfin, j'estime que chaque personnalité est différente. Et si on pose des questions pour connaître le ressenti de la personne sur un sujet,
Je pense que c'est pas très utile, voilà, de porter un jugement direct et d'ailleurs un jugement qui peut paraître aussi subjectif. Donc finalement, on n'est pas dans un entretien de recrutement objectif et je pense que c'est pas le but. D'accord. Et donc, dernière question. Quel conseil, justement, au regard de nos échanges, vous souhaiteriez partager aux recruteurs par rapport à votre expérience en tant que candidate? Alors, par rapport à mon expérience, moi, les conseils que je pourrais donner aux recruteurs, ce serait vraiment d'être dans l'échange, d'essayer de connaître la personne, et également de s'intéresser vraiment au parcours de la personne, essayer de la mettre à l'aise, puisque je pense que quand on a un candidat face à nous qui n'est pas très à l'aise et qui peut avoir l'air un peu déstabilisé, je pense qu'on peut pas en tirer le meilleur de ce qu'on pourrait en tirer comme réponse. Donc et je pense que c'est aussi intéressant de laisser une deuxième chance à un candidat qui n'était peut-être pas dans le bon jour ou qui était un peu stressé par l'entretien, et du coup le stress a pris le dessus. On n'a pas eu forcément les réponses essentielles, et parfois on passe à côté de très bons candidats. Donc voilà, je pense que c'est toujours intéressant d'essayer une deuxième chance et peut-être d'avoir un deuxième échange pour vraiment être sûr que les réponses étaient adéquates. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est important, vous voyez, c'est la connaissance. Donc, quand vous allez faire l'entretien, l'objectif, c'est de faire connaissance. C'est ce qu'il faut mettre en avant. L'objectif, c'est de faire de connaissance, d'apprécier, effectivement, d'apprécier quoi ? La personne, c'est la personne. Donc, l'entretien, et nous allons voir, est orienté plutôt connaître la personne dans sa globalité. Donc, connaître la personne, c'est quoi ? Comment ? Les hobbies. Alors, les hobbies, pour rester dans un cadre réglementaire, il y a l'art et la manière de poser les questions. Et sans être trop indiscret non plus. Sans être inquisiteur. Donc, tout ça, il y a l'art et la manière. Tout ça est une question de forme. Oui. Alors, il y a eu une enquête de fait sur Glassdoor. On a interviewé, Glassdoor a interviewé les RH. 86% des RH ont mis en avant que les candidats de la génération Z se comportaient comme des clients. Et donc, il y a une approche marketing. Concrètement, quelle est la marque employeur de l'entreprise? Donc, c'est adapter son discours en fonction des besoins du candidat. Donc, je vais vous dire concrètement, je vais vous donner après l'outil, le mode opératoire, et également miser sur le marketing émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous mettez en avant, par rapport à votre marque employeur, les actions que vous faites. Actions qui sont en lien avec quoi? Tout ce qu'est la RSE. Donc ça, c'est les actions, donc c'est agir. Mais ce qui est important également, c'est de ressentir. Donc, dans votre approche de la marque employeur, il faut qu'il y ait également des émotions. Émotions. Donc, vous voyez, il y a des valeurs affectives quelque part. Donc, il y a des entreprises qui mettent en avant une culture de quoi? De partage, même de joie. Donc ça, c'est important parce que leur donner envie, vous voyez, de ressentir. Donc, dans votre storytelling, quand vous allez raconter votre histoire, il y a également du ressentir, agir et ressentir. Donc, ce qui va être important au cours de l'entretien, c'est de lui demander déjà comment il a vécu l'entretien. Vous voyez, de s'intéresser à son ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, par rapport, qu'est-ce qui vous donne envie de justement intégrer notre entreprise? Allez regarder là, j'inverse complètement. Au lieu de poser la question, que connaissez-vous de notre entreprise? C'est fini. Terminé. C'est quoi? Que souhaitez-vous connaître de notre entreprise? D'abord, vous recueillez ses besoins pour ensuite, justement, faire raconter votre histoire à travers votre propre expérience ou l'expérience d'un collaborateur afin de mieux vous projeter dans notre entreprise. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter mon expérience ou une expérience d'un collaborateur à travers le PASSIL. Donc déjà, vous avez votre PASSIL, vous savez, là, la structure, et après, vous allez zoomer en répondant à ses besoins. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Troisième étape. Troisième étape, vous allez lui demander son ressenti. Regardez,
Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui vous donne envie de nous rejoindre? Et vous allez voir s'il parle d'action ou de ressenti. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi de poser la question, à contrario, qu'est-ce qui pourrait vous faire fuir? Et ensuite, ce que vous pouvez finir par, éventuellement, d'une manière spécifique, tiens, mais que connaissez-vous spécifiquement de notre activité, voir s'il a fait des recherches. Vous voyez, je change l'approche. Quand vous achetez un bien, ben d'abord, qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Il vous demande vos besoins, clarification des besoins. Après, il vous propose le produit. Et après, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, nous sommes dans la même démarche. Qui faisait déjà cette démarche? Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça permet de créer du lien. Ça crée du lien. Il y a un intérêt plus fort du candidat. Oui. Du coup, on s'intéresse à ses besoins et à ce qu'il ne veut pas retrouver. Exactement. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, là, en même temps, il y a une approche humaniste et puis il y a une relation qui est vraie, en fait, de parler aussi de son expérience. Maintenant, concept des forces. Ça, c'est en psychologie positive. Donc, il y a une différence entre une force et une compétence apprise par rapport à un soft skills. Je vous donne un exemple. Donc, la personne met en avant, bah, tiens, quelle est vraiment une qualité qu'on vous reconnaît. Alors, évitez de dire quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts. Pourquoi limiter un candidat à 3 qualités, 3 défauts? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pourquoi le limiter aussi? Je trouve ça stupide de demander les défauts. Oh, oui. Alors, nous allons voir déjà une compétence apprise, c'est j'ai appris à écouter. Donc, c'est quelque chose appris, qui est en aucun cas forcément corrélé avec la notion de plaisir. Donc, je sais faire, mais derrière, il y a la notion de plaisir et d'énergie. Une force, en psychologie positive, il y a 24 forces universelles. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, ces 4 forces universelles, c'est quoi? C'est ce qu'on a dans son ADN. C'est un don. Un don, c'est quoi un don? C'est un talent inné. Au potentiel, c'est quoi? Le potentiel, c'est mettre en œuvre, ben justement, ces talents. Donc, on s'aperçoit qu'en identifiant les forces, c'est corrélé avec la notion de plaisir. Et donc, et en même temps, face à des situations difficiles, ça a été prouvé scientifiquement, une personne qui mobilise ses forces est beaucoup plus résilient. Donc c'est maintenant, il y a comment identifier ses forces. La porte d'entrée, c'est la notion d'énergie. Donc de poser la question, qu'est-ce qui vous donne des activités? Quelles sont les activités qui vous apportent de l'énergie? Quelles sont les activités qui vous prennent de l'énergie? C'est la notion d'énergie. Qu'est-ce qu'on a naturellement qu'on mobilise? Vous voyez. Ça, je trouve que c'est intéressant, en fait, dans cette approche-là. Et ça apporte, effectivement, du coup, une satisfaction. Jeu de cartes. Découverte de la personnalité. Fun. Donc, ce qui va être intéressant, d'abord, il y a le témoignage de Kelly, qui dit « Sortir de master en 2018, je recherchais mon premier CDI, habitué aux entretiens plutôt traditionnels. L'un d'entre eux m'a beaucoup déstabilisé par sa forme. Je vais choisir des cartes en fonction de ma personnalité. » Et d'argumenter. Et donc, j'ignorais qu'il y avait de bonnes ou de mauvaises réponses. Et justement, elle était un peu embarrassée. Et avec du recul, j'ai compris qu'il privilégiait le savoir-être. Et donc, voilà, ce que je trouve intéressant, là, ce sont 14 soft skills sur des soft skills transversales, quel que soit le métier. Donc, rigueur. Après, je vais les rigueur. Justement, je vais retravailler gestion du stress. Il y a 14 compétences transversales. Et donc, et d'approcher le candidat, de dire, écoutez, pour mieux vous connaître et d'apprécier
vos qualités, c'est, dites-moi, après il y a 2 jeux, allez, choisissez 3 qualités qui vous représentent le plus. Il choisit 3 qualités. Et après, c'est de décliner. Vous connaissez la méthode Stara? La méthode Stara, c'est une méthode situationnelle. Est-ce, racontez-moi, ben du coup, comme il a choisi, racontez-moi, est-ce une situation où justement vous avez su prendre une décision? Est-ce tâche, c'était par rapport à quoi? A, action, comment vous faites justement pour mobiliser comment vous faites pour prendre des décisions? R, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Parce que ça va avoir des KPI. Et le A, avec du recul, l'apprentissage, qu'est-ce que le fait d'être en capacité de décider, qu'est-ce que vous avez appris? Et donc, chaque soft skill que vous recherchez, eh bien, c'est que ça soit effectivement un entretien situationnel avec la méthode Stara. Et là, c'est très objectif. Vous augmentez l'objectivité. Quelle heure est-il? C'est bon. Et donc, ou à contrario, quels sont, vous voyez, il y a plusieurs techniques, où vous pouvez demander, allez, sélectionnez-moi, vous voyez, la moitié, 7 cartes qui vous représentent le plus. Vous pouvez les hiérarchiser par ordre d'importance. Vous voyez, la notion de force. Et après, ben il déroule. Donc, c'est plus facile. Ça, je l'ai utilisé auprès d'apprentis. Ben, ils ont trouvé ça fun. Et donc, du coup, c'est un icebreaker. Ils se livrent facilement parce que c'est un jeu, en fait. Et à contrario, quelles sont celles qui vous représentent le moins? Et de quoi avez-vous besoin pour, justement, pouvoir ancrer renforcer cette qualité? Troisièmement, donc c'est tout ce qui concerne l'intégration. Donc on a dit que les jeunes, ils ont besoin de se sentir utiles, de trouver vraiment un sens à leur travail. Ils sont vraiment demandeurs des relations, transparence. Donc ça apportait du sens avec le job crafting. Donc le job crafting, c'est en fait, ils vont définir leur emploi à travers leurs forces. Donc, c'est là pour maintenir leur motivation sur le long terme, de dire, ok, vous avez la fiche d'emploi, mais ce que je souhaite, c'est être force de proposition par rapport à ça, ça et ça et ça, pour maintenir leur motivation. En fait, ils créent leur propre emploi. Job crafting. Offrez des possibilités, effectivement, de développement professionnel. Ce qu'ils ont besoin, le top 6 aussi, c'est de monter en compétences. J'ai interviewé la génération Z, ils m'ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est aussi de monter en compétences, d'avoir le top 5. Et de toute façon, quelle que soit l'entreprise, moi, je reste 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, je m'en vais. Parce que j'ai besoin de renouveau, de me lancer des challenges, en fait. Encourager la collaboration et l'inclusion, également. Adopter une culture d'entreprise effectivement transparente, c'est de mettre en avant, j'ai dit tout à l'heure, les contraintes mais sous forme de challenge et donner du sens à leur travail et prendre le pouls des collaborateurs, mesurer l'engagement. Ce qu'il existe, est-ce que vous connaissez l'application Jobamax? Ça existe depuis le mois d'avril 22, je vous invite à aller voir Jobamax. C'est le Tinder de l'emploi. Donc ça match. Donc on a complètement le CV inversé. Le candidat, effectivement, crée son profil. L'entreprise également. Et on voit si ça match. Donc, quand le candidat voit une annonce, donc c'est pour ça qu'on a le CV inversé. Et puis après, de dire gauche, non, je squeeze, droite, ça me plaît. Et après, on voit si ça match avec l'entreprise. Donc, Jobamax, c'est vraiment pour cette génération Z. Et il y a eu beaucoup, ça je trouve que c'était intéressant. Je vous invite à aller voir avril 2022. Donc, la conclusion, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Si ce que vous faites ne marche pas, ben, faire autre chose. Et si ça marche, ben, continuez à faire ce que vous faites. Et plus de la même chose donne de la même chose. Voilà, je voulais vous partager effectivement toute la webographie. Vous voyez, je vous ai mis les liens, on pourra vous envoyer le contenu. Je verrai si c'est possible. Voilà, donc ce que je souhaite, vous voyez, c'était une introduction. Et puis, ce qui est important, c'est de partager votre vision. Et si vous avez des tips, eh bien, au contraire, sont les bienvenus.